il est quand même l'équipier de Dwight Merriman, donc voilà, on sait qu'il part pas avec les meilleures armes non plus, hein, le pilote bronze. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, l'équipe ERA, avec Paul Louchatin notamment dans cette voiture, malgré le handicap d'avoir Dwight Merriman, a réussi à obtenir des victoires, et notamment à Daytona, donc c'est quand même fort. Non, mais après, Ouais. Henry ferait Tu vois le Henry, relais de 16h à 17h, quoi. ouais, tu vois Henry passer au simulateur parce qu'il serait considéré comme rookie du coup. Hein. Ah oui, Tu ah le oui. vois passer au simulateur, tu sais, avec les simulations de slow zone. Je comprends pas les slow zone. Putain, là, franchement, je vois pas le truc se faire. Ouais, bon d'accord, ça va peut-être pas se faire. C'est pas l'actu fraîche. En tout On va cas, on va réfléchir, on va parler de. réfléchir. Mais les Mustangs, c'est vrai que pour moi, c'est pas les voitures les plus sexy parce que un peu comme la M4 GT3 par exemple de chez BM, tu vois, c'est Oui, des grosses bagnoles, ça fait plus grosse tourisme que grand tourisme. Et je trouve ça un peu dommage ça dans les. reste Non, mais c'est GT. vrai. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte, oui, et rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. T'as vu, je suis au taquet. Ah, je vois que tu es au taquet parce qu'on est déjà au 25e numéro de ce podcast, donc où nous allons encore faire un petit point, mais cette fois-ci avant l'été, sur le championnat IMSA qui a franchi le cap de la mi-saison, et on va essayer de, comme d'habitude, hein, de vous donner des chiffres, des petites infos, vous permettre tout simplement de continuer à mieux connaître ce monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et là en l'occurrence, eh bien, l'IMSA était à Mosport, l'IMSA donc au Canada, où pour la première fois de l'année, ah là là, qu'est-ce qu'on en est fier, en tout cas moi je suis très content, comme en ELMS, le LMP2 était la catégorie reine. Oui Geoffroy, on n'avait pas de GTP, on avait LMP2, GTD Pro et GTD. Ouais, bah écoute, oui, ça me fait pas grand chose, je t'avoue, moi, mais. Bon d'accord. Non, mais j'aurais bien aimé voir des hypercars enfin des GTP, pardon, sur le tracé de Mosport. Je trouve que. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, un peu serré, tu trouves. C'est une Bah, c'était première. déjà bien animé. C'était déjà relativement animé pour avoir seulement 3 catégories, donc effectivement, avec la différence de vitesse des hypercars, ça aurait été pire. Mais bon, C'est oui, vrai. ça fait partie, comme on l'avait dit déjà, des particularités de ce calendrier IMSA où déjà que c'est compliqué à suivre parce que c'est de l'endurance et parce que t'as des courses de 24 heures et des courses de 2h40. Et en plus, t'as pas le même plateau à chaque course. Donc c'est quand même. Les Américains font rien comme les autres. Mais par contre, sportivement, c'était plutôt sympa à regarder. Ah, un super circuit, hein, un circuit de Mosport Ouais. vraiment toujours très agréable. En fait, un peu à l'ancienne, quoi, avec des très très longues courbes, avec vraiment beaucoup de vitesse. Et ça, pour les pilotes, c'est fantastique. C'est vrai qu'on n'avait pas les GTP. Pourquoi? Peut-être aussi un début d'explication, parce que la course se déroulait le même week-end qu'Interlagos en WEC. Donc, un clash qui a impliqué pas mal de changements, et notamment des changements d'équipage avec des pilotes qui sont venus ou revenus en IMSA parce qu'ils n'étaient pas occupés justement en WEC ce week-end-là. Ouais, c'est vrai, exact. Après, par contre, ce que tu dis ouais, sur Mosport, moi j'ai de grands souvenirs de ce circuit-là sur des éditions plus anciennes, hein, d'il y a 20 ans, quoi, tu vois. L'époque Audi, Panos. C'est un circuit que je kiffe. J'ai toujours bien aimé aussi dans les jeux vidéo. Oui. Euh, Là, ça va être pour les plus puristes, hein, mais moi j'avais des souvenirs sur des modes dans F1 99 Challenge ou des trucs comme ça. Ah bon? Ouais, où le circuit était modé et Ah oui, assez alors là, dur tu à m'as surpris, maîtriser. là. Bah, bien sûr, je jouais au clavier, donc forcément à l'époque c'était pas facile. Mais c'est vraiment un circuit, tu sais, où ce serait marrant qu'on en parle avec un pilote qui a roulé, mais là-bas. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est un circuit qui demande beaucoup d'humilité parce que quand tu arrives dans la partie là, après la descente, que ça remonte, que t'as le double droite, je pense que c'est là où t'as tendance un peu à aller au-delà de la limite, sauf que tu dois avoir toute l'inertie de la voiture, surtout en GT qui joue. Et je pense que c'est un circuit très difficile à maîtriser pour être vraiment régulier. Parce qu'à chaque fois, t'as envie d'optimiser un peu plus, je pense. C'est pareil, les virages qui passent à fond ou quasi à fond, les changements d'appui, le trafic, ça doit être hyper compliqué à gérer comme circuit. Et c'est dommage qu'on le voit pas plus. Bon, bah, après, le Wake va pas aller là-bas, mais moi j'aime vraiment beaucoup ce circuit. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu sais que j'en ai parlé avec Loïc Depailler, justement, mon dernier invité dans Trajectoire. Donc, il me parlait de ce circuit un peu à l'ancienne. Roman De Angelis, aussi, le pilote canadien, qui roulait d'ailleurs ce week-end, là, justement, enfin, il y a 2 semaines, en IMSA avec Aston Martin. Lui a carrément dit que le virage numéro 2, là, en descente, c'était le préféré, son préféré, de tous les circuits all-time. Alors, Ok. ça m'a surpris, parce qu'en fait, il est un peu en descente, il est un peu en dévers, et il se passe quasi à fond, et on n'a pas beaucoup de visibilité jusqu'au bout. Donc, il
il apprécie énormément ce tracé et surtout ce virage. Voilà, le virage numéro 2. Donc c'est un tracé un peu à l'ancienne, hein, Mosport évidemment, mais ça fait partie vraiment de ces rendez-vous, moi je trouve, qui sont super intéressants et qui font partie aussi du charme de l'IMSA. C'est vraiment pas simple, t'as raison, hein, au moment où t'arrives sur l'espèce d'épingle, moi je l'ai découvert ce circuit avec Grand Prix Légende. Moi aussi j'étais au Ah clavier. ouais. Et ça glissait, hein. Je peux te dire que ça c'est vraiment c'était quelque chose d'assez sympa On- et bah, je pense que les pilotes se sont régalés aussi et il y avait quand même 34 voitures, hein, mine de rien, 12 LMP2, 9 GTD Pro et 13 GTD sur une course finalement où on retrouvait un format, j'allais dire classique, hein. Un petit sprint, on parle d'endurance, mais là 2 heures et 40 minutes, c'est même moins qu'une course de LMS. C'est quasiment Hmm. du même acabit qu'une course de Michelin Le Mans Cup, donc ça fait un peu court en fait, hein. Ça fait un peu court, mais comme on l'a dit en intro, déjà, il y a eu pas mal de grabuge en 2h40, il y a eu beaucoup de contacts. Et tu dois être en plus encore plus content, puisque comme tu le dis, ce sont les LMP2 qui avaient la tête d'affiche. Et Et t'es oui. encore plus content, j'imagine, de voir Interopol gagner, toi qui aimes tant cette équipe. Bah, en tout cas, je trouve que depuis quelques mois, depuis, allez, on va dire Enfin, Le le Mans. début de saison 2023, non, je dirais même avant. Ah En ouais. fait, en WEC l'année dernière à Spa-Francorchamps, déjà, ils avaient montré de belles choses, avec l'apport notamment d'Albert Costa, mais pas que. Ça les a fait vraiment passer sur un autre step. Et là, cette année, je dirais qu'avec Clément Novalak, avec Vlad Ouais. Lomko, avec Tom Dillman, on a vraiment des sacrés pilotes, je trouve, en IMSA, en ELMS, pardon. Et donc en IMSA aussi, par la même Mm. occasion. Et Tom Dillman, ça fait quand même quelques fois qu'il arrive à se montrer autant aux États-Unis qu'en Europe. Et bah, ce week-end-là, ça a parfaitement fonctionné, hein, parce que en plus, dans la catégorie LMP2, on retrouvait quand même des clients. On avait Felipe Albuquerque, qui n'étant pas en GTP, est venu en LMP2. Ranger van der Zandt quand même, Scott Faker dans la voiture numéro 11, Pipo Derani qui est venu en LMP2 retrouver finalement cette catégorie, et puis Louis Deletra en remplacement de Paul Louchatin qui donc était au Brésil à Interlagos. Donc c'était quand même assez spectaculaire aussi à ce niveau-là, il y avait vraiment de la lutte, hein. Et Tom Dillman, ça fait partie des noms où, pour moi, ça fait. J'ai pas échangé avec lui, je crois pas l'avoir C'est trop vrai? croisé. Mais ça fait partie des pilotes un peu, comment dire, qui sont passés pour l'instant à côté de l'épopée Hypercar, mais qui ont clairement un rôle qui ont des choses à faire, quoi. Pilote jeune, rapide. Il était de l'aventure Coles, c'est ça, hein. Ouais, Et exactement. Je crois que tu as raison parce que justement, il était dans cette aventure-là avec bah, déjà Baïkoles quand c'était en 2016 et ensuite il était avec la Van Wall, hein. Et c'est il a ça. décidé finalement de se retirer ou de prendre du recul pour aller en LMP2 et Voilà. peut-être relancer sa carrière. Et là, il est en train de le faire, hein. Mais voilà, c'est un excellent choix. C'est toujours difficile, j'imagine, quand tu es dans la top catégorie, de te dire je préfère redescendre pour mieux montrer ce que je vaux. Parce que clairement, en volant d'une Van Wall, on va pas se cacher que ça va être difficile de montrer ta. Même si Oui. tu fais une performance super sur un tour ou si tu montres quelque chose de bien sur les relais, sur cette voiture-là, quand c'est pas les freins qui lâchaient ou enfin, il n'y a pas d'autres problèmes, c'était Ça compliqué. Non, mais c'est brûlait. vrai, tu sais. Jacques Villeneuve qui a roulé, enfin, elle est incroyable cette phrase, mais Jacques Villeneuve qui a roulé dans l'hypercar, tu vois, il a plus grand chose à prouver, je veux dire, en termes de pilotage. Jacques Villeneuve, c'est bon, on connaît son talent. Tu sais que j'avais quasiment oublié, hein, que Ouais, au ouais, volant justement de cette voiture, on avait eu une alternance comme ça. Il y avait Guerrieri qui a roulé, il y ouais, a bien Tristan sûr. Vautier, Tom Dillman, c'est assez incroyable. Ah, c'était superbe, mais c'était dans la pure tradition Colès. Mais tu vois, des pilotes comme ça, ils ont entre guillemets pas grand chose à prouver, donc ils vont pas forcément trop se saigner. Je pense pas que Jacques Villeneuve en fasse des cauchemars de pas avoir poursuivi l'aventure Van Non. Wall. Par contre, Tom Dillman, je pense qu'il n'en fait plus des cauchemars non plus, à mon avis. Mais en tout cas, il avait plus de choses à prouver et plus d'attentes avec ce projet. Donc, j'espère qu'il retrouvera un volant en hypercar. En tout cas, là, pour l'instant, il fait tout ce qu'il faut pour, quoi. On rappelle, hein, quand même qu'il a gagné donc une course en ELMS, c'était au Paul Ricard, et qu'avec la prestation d'Imola, ils sont toujours en tête du classement général. Et Mhm. ici, aux États-Unis, voilà, victoire donc pour eux. Ils sont deuxième du championnat derrière l'équipe Riley. C'est pas mal, hein, pour l'équipe Inter-Europol. Je crois vraiment que l'équipe de Sacha Fassbender a de plus en plus compris. Et cette année, ils étaient pas loin de gagner les 24 heures du Mans, hein, sur une toute petite erreur stratégique et les pilotes qui étaient peut-être pas toujours sur tout leur relais au taquet, a priori, hein, d'après avoir parlé avec Sacha. C'est assez intéressant et je trouve aussi que leur manière d'aborder les choses, en IMSA notamment, en s'associant avec l'équipe PR1 Mathiasen, c'est assez Mhm. intéressant. Ouais, clairement. Et puis,
Non, je sais pas quoi rajouter, mais moi j'ai le sentiment aussi, je crois qu'on avait déjà parlé, j'avais été traîné du côté du paddock LMS il y a un an ou deux, où déjà j'avais senti un peu cette structuration, je crois que c'est 22, ouais, je crois que c'est 2022, où vous avez Nico Pino, je confonds, non, c'est ça, je crois qu'ils avaient Nico Pino, ils avaient... Nico Pino, c'était chez Duquesne, non, en ELMS? Ah ouais, hein, putain, je confonds toutes les équipes. Je suis pas assez assidu sur le LMS. Mais en tout Après, cas, d'un moi autre qui avais côté, traîné un petit peu, ça change j'aimais beaucoup. bien passer du temps comme ça, tu vois, dans les équipes, dans les box, c'était pendant le prologue LMS, et Ouais. je sentais que ça... Tu sens que ça se structure. C'est-à-dire que tu vas dans des équipes comme Prema, par exemple, à l'époque, ou tu vas chez WRT, tu sens que c'est structuré, que tout est organisé. Ça passe par des petits détails, hein. Ça passe par comment les pilotes sont amenés jusqu'à la voiture, qui les accompagne après, comment les voitures sont préparées, qui travaille dessus, les pièces, est-ce que ça traîne partout, machin. Et cette équipe, par exemple, l'Inter-Europol, moi, ça m'avait vraiment jamais choqué que ce soit mal organisé, mais ça m'avait jamais non plus choqué que ce soit super cadré. Et là, il y avait vraiment cette approche, je trouve, hyper professionnelle. Peut-être qu'il y avait plus de monde, ils étaient un peu plus staffés, mais je sentais aussi un peu, tu vois, pour rajouter, toi tu dis 2023, allez, je remets une pièce, moi je dis carrément 2022, où j'ai senti que il y avait une structuration, tu vois, un peu plus forte que j'avais pu le voir par le passé. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Alors, t'as quand même raison, parce que Nico Pino en 2022, il était dans cette équipe, mais il était en LMP3. Donc c'est pour ça Oui, que moi, ça m'avait pas marqué. exact. Mais c'est sûr qu'ils étaient plutôt d'ailleurs très très compétitifs en LMP3. Et je trouve que depuis qu'ils sont bons en LMP2, ou qu'ils ont compris quelque chose, et qu'ils se sont staffés, eh ben en Mm. fait, ils sont moins bons en LMP3. Alors peut-être aussi que c'est dû aux différents pilotes, mais enfin, Mais c'est pas le phénomène un peu courant, non? Ils font pas un peu tout ça? Je pense à DKR, non? Il y peut-être. a pas, tu sais, ou Cool Racing, non? Il y a pas ce step un peu, si t'es bon dans l'un, t'es moins bon dans l'autre, ou... C'est possible. Alors moi je pensais naïvement que c'était possible d'être justement bon dans les deux, mais oui oui c'est une tendance que l'on voit. En tout cas ici en LMP2 en IMSA, ça a fonctionné. Donc première victoire de la saison pour l'équipe Pierre-Juan Mathiasen, en l'occurrence avec Inter-Europol, qui là pour le coup s'impose pour la première fois en IMSA. C'est pas la première fois surtout que Pierre-Juan Mathiasen s'impose sur ce circuit d'ailleurs hein, de Mosport, parce que c'est une équipe quand même qui a beaucoup gagné, qui a décroché le titre en 2019, en 2020, en 2021 en LMP2. C'est donc pas étonnant finalement qu'on retrouve cette formation qui soit aux avant-postes. Moi, ce qui m'a plus surpris finalement, Geoffroy, c'est de retrouver, après l'excellent relais de Nick Bull qui accompagnait Tom Dillman, c'est de retrouver en fait l'équipe Riley. Oui, une Riley qui roule sur une Oreca, ça c'est quand même magnifique. L'équipe Riley Motorsport, en fait, avec Fraga et Robinson, sont en tête du classement général sans avoir marqué les esprits et sans avoir gagné une seule course. Bah voilà, tu vois, j'ai pas grand-chose à dire sur eux, du coup. Non, mais Ah après, ouais? ouais, Ah bah mince, ça t'a pas surpris toi? Si, mais en fait, je t'avoue que là, tu vois, je paye un peu ma moins bonne Ah, connaissance de la catégorie LMP2 mince. IMSA parce que je suis plus focus sur les GTP quand ça roule. Donc en fait, Ah, effectivement, moi je suis dans c'est mon jardin là. bah toi, je sais que tu te balades, tu peux me citer le palmarès de chaque pilote en partant de. Non, mais moi, tu vois, je suis un peu moins surpris, on va dire. Et puis même le système de points en IMSA, enfin, je sais que les classements, ils adorent quand il y a beaucoup de points, machin. Ah oui, C'est alors attends, ça, moi je suis pas du tout client. Moi je ah comprends voilà. même pas pourquoi on ajoute 77 millions de points quand on gagne. Ça n'a aucun sens. On Ouais, il a y a un côté un peu fête 350 points pour foraine, la quoi. victoire. Bah, il y a un côté très fête foraine où, je sais pas, enfin, c'est. Bon, après, c'est marrant à voir. Non, en tout cas, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a eu quand même une bonne perfo de Deletra. Enfin, bonne perfo. En tout cas, on l'a vu aux avant-postes aussi. Comme tu l'as dit, ça fait partie des pilotes références qui sont venus là faire une pige, donc c'était intéressant. Euh, et puis, de pas mal de contacts, comme je disais aussi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était musclé parce que on avait moins cette physionomie de course où Hmm. tu as les Cadillac par exemple qui partent devant et puis les Porsche qui sont un petit peu en retrait mais qui vont revenir. Là, vu qu'on était en LMP2, on le rappelle encore une fois, ils ont tous le même matériel. Il y a eu, et puis au jeu des neutralisations, on a eu souvent quand même les LMP2 qui étaient toutes regroupées et c'était assez musclé quoi. Donc ça j'ai plutôt apprécié. En fait, je t'avoue que moi en tant que spectateur de l'IMSA un petit peu distancié, je suis plus focus sur le WEC ou sur le LMS. En tant que spectateur comme ça, avec un peu de distance, ce que j'ai bien kiffé, c'est ça, c'est qu'au moins il y avait du spectacle et à la limite, peu importe qui gagne quoi. Tu sais, je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais tu vois, peu importe qui. Mais Ouais. tu sais, j'ai vraiment l'impression
que, tu sais, j'ai évoqué tout à l'heure sur la durée, 2h40, j'ai dit c'est quasiment une course de Michelin Le Mans Cup. En Ouais. fait, dans le déroulé, c'était un peu ça, parce qu'ils ne sont que deux, puisque Oui. ça ne dure que 2h40. La catégorie Rennes étant du LMP2, ce qui veut dire que le premier relais de la catégorie Rennes, on a un pilote bronze, donc plus d'erreurs et plus de drapeaux jaunes. C'est un peu la même physionomie finalement, et c'est ce qui explique qu'après en fin de course, donc dans la deuxième partie quand on a des pilotes pros, eh bien ils allaient se battre pour quelques centimètres et vraiment à couteau tiré, ils allaient vraiment vouloir garder leur position, ce qui a emmené de façon assez rare, mais certains pilotes professionnels qu'on a l'habitude de voir, j'ai cité Louis Delettra, Ryan Dehill ou d'autres, se faire finalement un peu piéger, alors plus ou moins gravement. Pour Ryan Dehill, pour le coup, ça a été un dépassement sur une voiture de la catégorie GTD Pro, donc en l'occurrence Rexy, la Porsche verte là, avec le dragon. C'est ça, c'est le dragon, ouais. Ouais. Et en fait, bah, du coup, ça, on n'est pas trop habitué à voir. Alors, c'est aussi le circuit de Mosport qui veut ça. Il en a voulu à Lorin Heinrich, qui est quand même un pilote professionnel aussi, Bah, pilote Porsche. de l'avoir un peu, ouais, pilote Porsche, de l'avoir un petit peu forcé à aller dans les marbles. T'en as pensé quoi, toi, de cet incident? Je sais pas si tout le monde l'a en tête, mais Ryan Dehill qui, dans l'avant-dernier virage, en fait, se met à l'extérieur et du coup se fait un peu sortir. Mais j'allais dire, il n'y a pas de contact. Donc est-ce qu'il se fait vraiment sortir ou est-ce que c'est un peu un excès d'optimisme de Dehill? Alors moi, je vais essayer de... Ah, je vais essayer de pas juger ce truc-là. Non, je vais juger d'accord. plus globalement. Ryan Dehill, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. C'est toujours Oui, un, parce que c'est Dalziel, mais c'est on toujours un dit Ryan calvaire. Dehill. Ouais, c'est toujours un calvaire. Voilà. Ryan, il est, pour moi, c'est pas non plus le pilote le plus spectaculaire, et j'ai quand même souvent des souvenirs où il fait des petites boulettes, quoi. Ouais. Et Loren Heinrich, qui est, si je dis pas de bêtises, pilote cette année chez CLRT Schumacher, donc chez l'équipe de Comme le Dogar en GT World Challenge. Ouais. Avec, et là je me suis lancé dans un truc trop lourd, avec Aykan Guven et avec j'ai pas Dorian compris, Boccolacci. Dorian Boccolacci, c'est ça. Donc pilote adoubé par la maison Porsche, en tout cas futur espoir, potentiel pilote encore plus haut, hein, clairement en hypercar. Ouais, là il y a plus, en fait, dans la réaction avec les réseaux sociaux, comme tu dis, après ce qu'il a balancé, la réaction un peu à chaud, il a supprimé un post en disant bon, en fait, je vais pas laver mon linge sale en public. Ryan Dehill, hein, pas Loren Heinrich. En fait, c'est juste plus un côté un peu génération, puisqu'il a dit, je sais plus trop ce qu'il a dit précisément, mais en gros, il Loren disait que Heinrich est un gamin et les voilà. gamins doivent apprendre et parfois même Ouais. s'excuser. Bon, tu vois, rien que pour ça, je me mets plutôt du côté Heinrich, quoi. En fait, et pourtant, non, mais c'est vrai, et pourtant, moi, je pourrais être moralisateur avec mon âge, mais c'est pas l'approche que je pense est la bonne, tu vois, dans ce genre de situation. Après, on a tous des égos, et encore plus les pilotes de course. Mais je pars avec un plus gros a priori sur Ryan Dehill que sur Loren Heinrich. Non, non, mais voilà, moi aussi, ça m'a un petit peu choqué de voir sa réaction, alors qu'il soit énervé à chaud, pourquoi pas. Il y a pas mal de dégâts aussi, je pense qu'il devait s'en vouloir, parce que il est quand même l'équipier de Dwight Merriman, donc voilà, on sait qu'il part pas avec les meilleures armes non plus, hein, le pilote bronze. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, l'équipe ERA, avec Paul Louchatin notamment dans cette voiture, malgré le handicap d'avoir Dwight Merriman, a réussi à obtenir des victoires, et notamment à Daytona, donc c'est quand même fort. Là, il n'y avait pas Connor Zilisch en l'occurrence. C'est aussi le petit jeune qu'on va suivre dans les courses plus longues, notamment quand on ira à Indianapolis pour la course de 6 heures. Là, on va voir certainement la différence qu'il pourra apporter et peut-être en vue d'un podium, voire même une victoire en LMP2. Mais là, en l'occurrence, il n'était que deux, donc c'est dommage que ça se termine comme ça pour la voiture numéro 18. On peut signaler aussi la 7ème place finale, je crois. Alors, j'ai plus le classement sous les yeux, mais de mémoire, Ah c'est si, je l'ai 7ème moi. place de George Kurtz sur, Ah, sur la et voiture de oui. l'équipe CrowdStrike, puisque ça a fait un petit peu l'actualité quand même. Je pense que vous avez suivi ça avec la panne mondiale d'informatique qui était liée à un produit de chez CrowdStrike. C'est bien que t'en parles. Ah, Parce bah que, merci. alors déjà, nous, on connaissait CrowdStrike via George Kurtz, qui est donc Ouais, le directeur, et donc ça ne nous a pas surpris ce nom. Tout le monde découvrait ça. Moi, ce ouais, qui m'a surpris, c'est de savoir leurs activités, parce qu'en fait, je savais pas trop ce qu'ils faisaient. ok. Là, on parle du week-end d'avant, hein, donc il a roulé, parce que justement, il n'y avait pas encore ce bug mondial et ce scandale. Pour le coup, il a été fair play, ou en tout cas intelligent. Le week-end où tout cela s'est passé, il n'a pas roulé. Il a déclaré forfait. Il devait rouler avec une Mercedes, je crois, en GT, toujours avec son équipier Colin Brown. Et pour le coup, voilà, il a décidé
de ne pas y aller. Il aurait pu, hein, c'est pas le côté financier qui était un problème, c'est Ah non, plus non. l'image, j'imagine. Ah non, c'est clairement pas le côté financier. Mais il est convoqué devant la commission de la sécurité intérieure aux États-Unis quand même. Ah oui, Ah bah ouais, parce que vu que c'est une panne mondiale et que c'est à l'origine d'une boîte américaine, ils veulent des explications, quoi. Donc, parce que ça a touché les systèmes d'exploitation. Enfin, pour ceux qui sont passés à côté. Moi, je suis passé à côté dans le sens où je l'ai pas vécu, parce que j'étais complètement ailleurs. Ça m'a pas du tout impacté, mais si vous avez pas eu l'info, en fait, c'est une panne qui touchait les systèmes d'exploitation Windows. En fait, il y avait une Microsoft, mise à ouais. jour de l'antivirus qui merdait. Et donc, il y a pas mal d'écrans qui ont démarré en mode écran bleu, quoi. Donc, Oui. Eh ben et tu sais donc, quoi? ouais, J'ai ouais, été impacté, moi, chez Ah, Canal. c'est vrai? Je te jure. Ah bah Ah oui, bah voilà. du coup, on n'a pas été filmé le vendredi et le samedi pendant la F2, F3. On n'avait pas le live timing. On n'avait pas d'internet. Non, c'était galère, hein. Ah ouais, ok. Et donc, moi j'avais vu que l'action CrowdStrike avait perdu dans la journée, je crois, entre 17 à 20%, je crois, de sa valeur. Je sais pas quel impact ça peut avoir sur l'avenir. Après, bon, c'est le genre de boîte où le chiffre d'affaires est indécent, hein. Je veux dire, on n'est pas sur, on n'est pas sur le médecin ou le prothésiste dentaire qui se paye un volant à l'MP3. Là, il y a Ouais. quand même beaucoup d'avance, mais ça peut peut-être avoir un impact quand même sur l'activité sport auto. Je sais pas, à voir comment ça va se passer. Ouais, c'est possible. C'est intéressant en tout cas de le noter. Donc septième place, de toute façon, il jouait pas les premiers rôles. Dommage parce que à Daytona, c'est vrai que ça avait bien performé, hein, pour cette équipe CrowdStrike APR. Ils avaient terminé deuxième. Là pour le coup, c'est une place en dehors du top 5. Le podium, c'est Inter-Europol, donc PR1 Mathiasen avec Nick Bull et Tom Dillman qui s'imposent devant Felipe Fraga et Gar Robinson. Donc cette équipe Riley qui engage une Oreca. Ça c'est magnifique. Je te dis, je m'en remets pas. Donc il termine encore deuxième après Watkins Glen. Et la troisième place, eh bien, elle est à mettre à l'actif de l'équipe française, TDS, avec le duo donc Scott Faker et, euh, et Steven Thomas. Donc pas si mal finalement. Deuxième podium de l'année pour TDS. Ils ont vraiment un gros programme, hein, parce que TDS, ils exploitent les deux voitures en ELMS, une de Panis Racing et l'autre pour le compte de Richard Mille TDS. Et en IMSA, il y a toujours cette voiture-là, quoi. Ouais, bah gros programme. Après, il y a eu quoi? Il y a eu des victoires depuis le début de saison? Non, pas encore. Il court après, Bah hein. non. Ouais, Non, voilà. ils ont pas. Mais c'est mieux que l'année dernière, par contre, parce que l'année dernière, Steven Thomas faisait beaucoup d'erreurs. Et là, je pense que c'est un petit peu mieux. Il termine deuxième à Sebring, troisième ici à Mosport. On en est qu'à la quatrième course, en fait, hein, en Ouais, LMP2. c'est vrai. Donc il en reste trois. C'est encore assez ouvert. Par contre, en parlant d'erreurs, il y a eu une erreur dès le début, hein, pour PJ Hayet, donc le boss de cette équipe AO by TF, qui là, pour le coup, n'avait pas Paul Louchatin, mais faisait appel à Louis Delettra. Et comme au Mans, en fait. Mm. Et il a changé de ligne à la procédure de départ, et donc bah, il y a eu une pénalité assez tôt, et finalement ça a été une course un peu galère dans le peloton, etc. Donc Il a changé de ligne ouais, avant d'avoir franchi la ligne de départ, c'est ça, hein? c'est ça, Ouais, exactement. Et ouais. ça, pour le coup, même en ELMS, on n'aime pas ça. En fait, on préfère avoir deux lignes vraiment distinctes, et au moment où on passe la ligne de départ arrivée, là on peut changer de ligne finalement et se décaler, quoi. Après, quand tu vois le premier virage de Mosport, effectivement, je comprends qu'il ait envie tout de suite de prendre la bonne place. Et Mais, oui. mais ça fait partie. Il y a. C'est quoi c'est en Angleterre aussi, c'est pas Woolton Park ou je sais plus. Oh, t'as Je suis Oulton plus. Park, si. Si, Ouais, si. Woolton, c'est pareil, hein, ça part à droite ou c'est C'est ça. quasiment après la ligne de départ. Faut mieux être Je m'étais bien jamais fait placé, la quoi. réflexion. Mais attends, mais Oulton Park, c'est vraiment très similaire à Mosport, les deux premiers virages, parce que t'as le virage à droite, et puis Ouais, ensuite t'as ça un virage plonge à gauche en gauche. descente. Ouais, ça plonge à gauche et après, ouais, bon, pour la suite et faire la partie finale, ouais, non, plus trop. Mais ouais, Non, ouais. après Ah, c'est Houlton, autre c'est chose. marrant, hein. C'est un beau circuit, ça aussi, hein. Ça, on y reviendra. Il n'y a pas des courses d'endurance en Angleterre. Si, Britcar et tout ça. On fera un épisode spécial Grande-Bretagne, plus tard dans l'année. Ouais, en saison 2, je pense qu'on fera des tier lists, on classera les meilleurs circuits anglais, les meilleurs circuits américains, ça me plaît. Tu sais qu'il y a un quiz, il y a un truc, alors ça, faut aussi que je développe ça pour, à partir de la rentrée, hein, je vais essayer de vous proposer ça, mais je salue Nico avec qui je travaille de temps en temps sur des projets en lien avec l'endurance. Il m'a fait découvrir l'année dernière pendant le Mans Classique un site où tu peux faire des quiz. Ah, Et alors, Sporcle. Sporcle, exactement. Et il y en a un qui est sublime et faut que je le rebosse pour être bon. Mais en fait, c'est un quiz avec, il faut deviner le maximum de circuits. T'as la liste de tous les circuits qui ont été utilisés par l'American Le Mans Series. Ça, c'est bien. Il Et faut tu sais essayer d'en quoi? deviner le On fera maximum. Et ça. bah, je peux te dire que c'est compliqué. On fera ça quand on arrivera à être filmé. Parce Oui, voilà, c'est qu'on ça.
on a teasé justement là-dessus. On va vraiment essayer de filmer, de proposer des choses un petit peu différentes dans l'Endurance Club, qui restera quand même format podcast aussi, Ouais, bien sûr. mais qui aura sa Mais version tu vois, vidéo. comme ça, on aura des épisodes où on pourra faire du name dropping, comme ça, on pourra sortir des circuits improbables, quoi, du Rockingham, Adélaïde, tu vois, des trucs comme ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, d'accord, d'accord, j'accepte. Mais en tout cas, c'est vrai que bah, ce départ a été raté. Et donc ensuite, voilà, ça a été compliqué pour cette voiture 99. En GTD Pro, pour le coup, là, ça s'est beaucoup mieux passé pour un constructeur qui fait le Mm. doublé. Et je Ouais. crois même, tu m'as dit que c'était la première victoire en IMSA de Corvette Racing en GTD Pro. En GT, ouais, c'est ça, avec une Corvette GT3. En fait, je t'avoue que j'ai du mal à suivre l'arbre généalogique des Corvettes depuis quelques années. Ouais. Ça a toujours été compliqué chez Corvette de suivre les arbres généalogiques parce que moi, je me souviens de l'époque GT1, où ensuite le GT1 est mort et donc ils ont développé une version GT2, mais qui était déjà quand même presque une GT1 rabaissée Enfin, bon, quelles étaient les différences fondamentales, tu vois, c'était un peu compliqué. Et Mhm. là, la GT3, on va pas se mentir, elle ressemble quand même beaucoup à la GTE d'avant. Oui, alors certes, vous allez me trouver les détails et plein de trucs sur l'aéro, vous allez me dire ça n'a rien à voir. Certes, j'ai compris, mais globalement, quand même, c'est pas non plus une révolution, ils ont pas fait un modèle totalement différent. Et donc, ouais, moi, ça m'était passé sous le nez, et bah, j'ai vu les stats, j'ai regardé les infos presse, etc. Et effectivement, bah ouais, c'est la première victoire de la version GT3. Ça m'a surpris, mais en plus, c'est Ouais, moi aussi. victoire avec un doublé, donc plutôt pas mal. Ouais, c'est pas Avec, mal. Ah bah là, ils ont montré de belles choses, effectivement. Antonio Garcia, Alex Sims qui s'impose ouais, devant Tommy Milner et Nick Katzbourg, donc la 3 devant la 4. Vraiment pas mal. Et puis le podium qui est complété quand même par Lorin Heinrich et Seb Priot, hein, Rexy, qui voilà. restait sur, si je me trompe pas, 2 victoires consécutives quand même récemment. Non, ils avaient pas gagné à Watkins Glen, ils avaient gagné à Long Beach et à Détroit. Mais ils font une bonne saison, c'est quand même eux encore hein, qui sont en tête du championnat, même si Ryan Daly n'était pas content face à Lorin Heinrich. Et l'info de la catégorie GTD Pro, c'est aussi l'abandon de la Lexus Vasseur Sullivan, la 14, Ah oui, t'as avec raison. Ben Barnicot, ils ont eu des soucis de transmission, parce que c'est les plus proches rivaux, c'était les plus proches rivaux au championnat, en tout cas pour la Porsche de chez AO Racing. Mhm. Donc ouais, abandon. C'est une saison un peu en dents de scie pour Vasseur Sullivan. C'est un peu compliqué parce qu'ils étaient passés au travers à Daytona. Ils ont gagné à Sebring. Là, je te dis tout de mémoire, hein. J'ai Ouais, c'est vrai. aucune note sous les yeux, mais je crois que c'est ça, hein. Ah bah alors là, je te le dis, ouais. Et là, tu vois, mauvaise performance pour la voiture qui est en pro. Donc, compliqué. Par rapport à des saisons où ils ont pu faire, où ils dominaient tout et où ils étaient vraiment au-dessus du Ah lot, c'est bah, compliqué, quoi. l'année dernière et l'année 2022, ils étaient quand même largement Ouais, au-dessus, hein, parce qu'à ouais. chaque fois, c'était podium. Hein. Et donc, un pied de podium pour une Mustang. Encore. Ah, voilà les Mustangs. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces voitures. Non, c'est pas vrai. Non, mais par contre, je dois dire, hein, c'est vrai que j'étais assez critique en début de saison, je l'avoue, sur ces Ford Mustang. Je sais pas comment c'est possible, mais de plus en plus, on les voit quand même, soit sur le podium. Attends, en 24 heures du Mans, ils ont fait le podium. Mm. Et en IMSA, mais on les voit de plus en plus performer. Pas podium, mais pas loin quand même. Donc là, avec la 64 de Rockefeller et Tinknell. Je t'avoue que c'est quand même un peu. J'ai peur de faire une redite, mais Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a de nouveaux auditeurs qui nous rejoignent toutes les semaines, donc de toute façon, ils vont commencer à comprendre mes marottes, les trucs que je raconte tout le temps. Mais les Mustangs, c'est vrai que pour moi, c'est pas les voitures les plus sexy parce que, un peu comme la M4 GT3 par exemple de chez BM, tu vois, c'est oui. des grosses bagnoles, ça fait plus gros tourisme que grand tourisme. Et je trouve ça un peu dommage Ça reste non, mais c'est GT. vrai. Ouais, c'est la GT, ouais, c'est ça. Mais après, à l'opposé, je suis beaucoup plus sensible à la silhouette d'une McLaren GT3 Même la ou Corvette, hein. ouais, non, les Non, pas tant que Corvettes, ça. pour moi, les Corvettes, là, ça fait longtemps qu'elles me font plus tourner la tête, quoi. Mais, Ah ouais. tu vois, après, ce qui est bien, par contre, c'est que, je dis ça, comment dire, s'il y avait que des Mustangs et des MK GT3, j'aurais un peu de mal et je me dirais, bon, appelons ça Grand Tourisme ou, tu vois, rebaptisons ça DTM à la limite, quoi. On a que des grosses bagnoles, on peut se taper dedans, c'est cool. Ce qui est bien avec ce championnat, que ce soit l'IMSA ou le WEC ou le LMS, c'est qu'on a et le GT World Challenge encore plus, évidemment, c'est qu'on a cette variété de GT qui cohabitent sur la piste. Et donc, on a des caisses que tu peux moins aimer, ou tu peux avoir moins de sensibilité. Et puis à côté, bah voilà, moi j'avoue, j'aime bien les McLaren, je trouve ça sympa. Les nouvelles, les Ferrari 296, c'est pareil, je trouve ça vraiment superbe. Euh,
les deux cohabitent bien. Si on avait toutes les voitures qui avaient le même dessin, parce que la McLaren, la Ferrari, même la Corvette, elles commencent à avoir des lignes un peu quand même qui se ressemblent. Si on avait que ça, je te dirais, ah c'est nul, il y a une homogénéité dans le design. Donc voilà, c'est la cohabitation qui rend bien en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais Ferrari d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient pas là en fait. C'est très bizarre. Déjà en GTD, GTD Pro, pardon, j'ai pas souvenir qu'ils aient été représentés ce week-end. Alors c'est assez bizarre pour être souligné, mais j'ai pas l'impression qu'on avait de Ferrari. Et en GTD, il y en avait qu'une seule. Donc bon, Je il y crois que avait c'est un petit plus. peu, moi il y avait un petit peu moins de variété. Je crois que c'est plus une terre de conquête, c'est plus une terre de victoire Ferrari, les États-Unis. En fait, Non. l'IMSA, pour moi, c'est vraiment un truc qui est dominé par, comme on le disait, Lexus, par BM un peu à une époque avec Turner Motorsport, par Mercedes, par ouais, je sais, enfin Aston Martin aussi. Il y a eu, il y a un peu. En Ouais, fait, c'est vrai. Ferrari a un peu moins cette présence, quoi. Ouais. Bah, surtout maintenant depuis qu'ils sont très présents en WEC Ouais, voilà. et en Par, ELMS quoi. par contre, moi, je comprends toujours pas que Ferrari soit pas venu avec sa 499p au 24 heures de Daytona Je suis ou aux 12 heures d'accord. de Sebring, quoi. Ça, parce que Oh là là. Parce qu'on se je te souvient fais, encore de la Ferrari 333 SP quand même. ah ben bien sûr. Et puis je te fais un début de transition. On en parlera après avoir évoqué le GTD. Mais Aston Martin a confirmé. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le boss de l'IMSA a confirmé que l'année prochaine, l'Aston Martin Valkyrie serait la bienvenue en catégorie GTP. Donc Tout ça à sera fait. la première hypercar, première LMH, pardon, à rouler en IMSA. Je t'avoue que depuis qu'il y a cette convergence de règlements et cette possibilité de rouler dans les deux championnats et sur tous les continents avec les mêmes catégories, je pensais qu'il y aurait eu un effet d'aubaine dès le début. Moi, je pensais vraiment que les Peugeot, on avait évoqué que ça à un moment comme idée. Bon, ils ont bien fait de se concentrer sur un seul championnat. Ouais, Mais mais alors attends, alors je vais te dire, moi je suis pas certain. Je pense que ça serait une bonne idée que Peugeot aille en IMSA, mais même sous la bannière Dodge ou Chrysler ou ce que tu veux, parce que en IMSA, on l'a vu. Attends, mais BM est capable de gagner en IMSA. Tu vas pas me dire que Peugeot peut être capable de gagner en IMSA non plus. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, bah écoute, Voilà, bon, on va faire je remonter te le l'idée. dis. Ouais, pourquoi pas, on va faire remonter l'idée. Non, mais en tout cas, ouais, on va en parler après. Mais petite transition GTD, c'est-à-dire c'est moi qui fais la transition. Oui, mais Euh, alors attends, je te fais la ah, transition. quoi? Par quoi? Tu veux nous faire la transition comment, monsieur? Eh ben, en GTD, autre vainqueur, Aston Martin. Ah, pas mal. Ok, je valide ta transition. Je voulais plutôt parler de BMW et de Corvette. Moi, j'étais Ah, parti sur cette transition-là. Ça me va. On parle d'Aston Martin, vainqueur, avec Roman De Angelis, donc qui a apprécié énormément ce tracé et qui était avec Spencer Puppelli. Franchement, ils ont réussi à prendre l'avantage, et ça, c'était pas une mince affaire, sur la fameuse Mercedes dont tu parlais tout à l'heure, qui gagne tout en GTD. C'était quasiment du carton plein. Il y a une seule victoire qui leur avait échappé jusque-là, c'était à Long Beach. Et ils étaient sur 4 victoires en 5 courses. Bon, bah là, ils terminent deuxième, Philippe Ellis et Russell Ward. Donc bravo à l'équipe Aston Martin, enfin cette Aston Martin Vantage, pardon. Et bravo à l'équipe donc justement qui l'engage, hein, cette Aston Martin, cette voiture de l'équipe. je C'est l'ai, quoi? je l'ai, je l'ai même pas, Non, je l'ai plus. bah non, je l'ai Je même sais que plus. Attends, je sais que c'est Earth of Racing? Pumpelly ouais, ça va être Art of Racing, ouais, c'est C'est Pumpelly et ça, De Angelis, mais... exact. Et en fait, alors la transition que je voulais faire, c'est est-ce que alors parce que moi c'est les vacances donc j'ai décroché. Mais à Interlagos en GT3, qui a gagné? Ça, tu vas nous retrouver ça tout de suite comme info. Interlagos en En WEC. GT3? Ouais, Ah ouais, en WEC. attends, mais toi tu me pièges comme ça, toi. Non, parce Bah c'est que du Porsche, coup, j'ai non? une petite stat à sortir. J'ai Attends, je une regarde. petite stat à sortir. Et Pour pour moi, moi, c'est Porsche Monte. Attends, je regarde. ah Oui, oui, c'est bah ça, oui, c'est la parleur Porsche avec Montée, oui, je suis con. Malikin et Non, mais Sturm. c'est bon. Donc du coup, la victoire Aston Martin là en IMSA, c'est la troisième victoire de ce modèle, c'est-à-dire de l'Aston Martin GT3 Evo, qui est apparu au 24 heures de Daytona en début d'année. Troisième victoire parce que, donc, ça, sauf s'il y en a une autre que je les zappe, mais dans mes comptes, ça fait 3. Donc celle-ci, celle d'avant, c'était... 24 heures de Spa. C'est pas très loin, 24 heures de Spa. Et avant, est-ce que tu l'as? La victoire d'Aston Martin avant. Ouais, donc cette euh, saison, mois de juin. C'est pas les Mois de 24 heures juin? du Mans. Ouais, mois de juin. Mais non. Si, si. Bah, si tu l'as pas, tu me dis, parce que là, ça va être tendu à trouver. Hein. Ah ouais, non, alors je l'ai pas du tout. Tu vas me sortir en Michelin Le Mans Cup ou je sais pas quoi, non? Ah non, pire, je vais te sortir du Suzuka en Super GT.
Ah oui, d'accord. Non, je l'avais pas. Non, je l'avais Eh pas. ben en fait, c'est la toute première victoire de ce nouveau modèle. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que quand on faisait la semaine dernière, c'est quoi ton actu? Je te disais que je Ouais. bossais sur un truc Aston Martin. Et ben c'est dispo dans le Auto Edo de cette semaine. Il y a une double page où je parle de l'Aston Martin Evo sous l'angle qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé par rapport à l'ancienne version. Et alors bien sûr, je vais pas tout vous balancer maintenant. Hein, vous allez aller chercher votre numéro d'Auto Oh Hebdo non. ou vous abonner, parce qu'en plus il y a des offres, je touche rien là-dessus. Hein. C'est comme à chaque fois que je fais une promo dans cet Endurance Club, c'est pas des trucs sponsors. Hein. Oui, certes, j'écris dedans, mais je suis pas commissionné sur les abonnements et sur les ventes. Non, mais blague à part, il y a des offres d'abonnement l'été où c'est pas mal du tout. Pour les gens qui maintenant préfèrent avoir que du numérique, par exemple, le prix est divisé par deux. Enfin, c'est vraiment, c'est pas si cher que ça. D'accord. Et Ah, bref, dans c'est l'article, sympa. bah, j'explique. C'est D-Station Racing, je pense, qui a gagné, non? Oui, c'est ça, c'est D-Station, exactement, ouais. Et dans l'article, j'explique les différences. Et en fait, ce qui est très intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Aston Martin, donc moi j'ai échangé avec Ben Bourder, qui est le Global Head of Sales. En gros, c'est la personne où, si tu veux acheter une Aston Martin de course en GT, c'est avec lui qu'il faut parler. Ah, En général, c'est lui qui vient te parler, qui vient t'en proposer. Mais tu me si t'es donneras son intéressé, numéro. voilà, Je vais en commander une. si toi t'es intéressé par rouler en Aston, c'est avec lui qu'il faut aller. Et du coup, il me racontait que qu'ils ont donc il y a plus de GTE chez Aston Martin. Maintenant, il y a que le projet GT3 et il y a aussi la version GT4 bien sûr. Mais que du coup, ils ont profité de cette Evo pour un peu faire un mix entre la GT3 précédente et la GTE. Alors, en respectant le règlement bien sûr. Hein, je suis pas en train de dire que c'est une GTE déguisée. C'est juste que ils ont repris la base de la GT3 et ils ont changé pas mal de choses, notamment le système de suspension, les points d'ancrage. Ils ont fait une voiture qui est apparemment, moi j'ai jamais piloté, mais plus simple à comprendre sur les phases de freinage, moins piégeuse et moins pensée pour les pilotes pros et un peu plus pour les gentlemen. C'est le sens de l'histoire, hein, les constructeurs développent les voitures comme ça, donc voilà. Et, et il me disait, la petite stat qui était marrante, c'est que il me disait qu'en gros, une Aston Martin Vantage de course, la version GT4, il m'a dit c'est à 80% la voiture de série. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont communs, il y a le châssis qui est commun, il y a plein de pièces que tu te dois de réutiliser, donc c'est une voiture de route coursifiée, on va dire que c'est une base à 80%. Et je lui dis, et du coup la GT3, c'est quoi le pourcentage? Tu devais m'en donner un, il fait... il hésite un peu, il me dit on serait plutôt autour de 5%. Je fais, ah oui, Ah oui, d'accord. ah oui, je dis c'est faible. Il me dit ouais, non mais oui, ça a plus grand chose à voir. Et donc, je m'arrête là pour pas vous spoiler tout l'article, mais en gros, il me détaille tout ce qui a changé et c'est énorme. Ils ont pas conservé beaucoup d'éléments par rapport à la GT3 précédente. Juste le moulin, par exemple, de chez Mercedes est toujours dedans, hein, c'est toujours le même moteur. Mais sinon, le reste, il y a eu vraiment beaucoup de travail et tu vois, ça porte ses fruits. Alors, certes, il y a toujours des conditions un peu particulières. À Spa-Francorchamps, par exemple, c'est pas une victoire ultra Ah, quand dominatrice. même. Mais voilà, Oui. non, mais c'est parce Il y qu'il y avait a eu la des Ferrari, circonstances. c'est Bien sûr. sûr, la Ferrari qui est bloquée à l'entrée des stands par une Lamborghini avec la dépanneuse, mais n'empêche qu'il m'a dit on était en position de profiter d'un problème si le leader avait un problème, et il dit bah c'est arrivé. Donc déjà, il faut déjà se retrouver en position comme ça, de profiter d'un problème pour gagner. Il dit après, ce qui est mieux, c'est évidemment si tu es en position de gagner. Mais... donc voilà un peu les infos sur Aston Martin, quoi, Ouais, que je je suis voulais d'accord. Ok. partager. Eh bien, merci de partager ça. Donc, Aston Martin qui s'impose effectivement pour la troisième fois cette année avec cette GT3. Et puis le podium, bah, tu vas être content, il est complété par une McLaren. Voilà, la McLaren de l'équipe Inception Racing qui encore continue de faire de belles choses avec Brendan Iribe et Frédéric Schandorf. Ouais, ouais, carrément, j'aime beaucoup. Et alors du coup, Par contre, oui, moi je voulais faisons te parler quand même d'une voiture qui nous a offert des sueurs froides, de la poussière, de la ouais, fumée, de ouais, tout ce que tu veux. La Corvette, numéro 13, c'est peut-être le ouais. numéro qui porte pas chance, avec Orey Fidani, qui donc est venu au contact, en tout cas s'est fait un petit peu aider par la BMW engagée en GTD Pro de Brian Sellers, c'est du Paul Miller Racing. Et il y a eu pénalité pour la voiture de la catégorie la plus élevée. Mais là, on a eu un peu peur pour la Corvette et pour son pilote surtout, Mhm. parce que ça s'est passé dans le virage 3. Et en fait, il y avait une tentative à l'extérieur et c'est assez bizarre, mais oui, celui qui est à l'extérieur, en fait, a envoyé son adversaire dans le mur. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Alors petit contact? je crois savoir, parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant Ah, de lancer l'émission, que là ça oui. pourrait presque être une séquence RMC Sport où tu sais, on met les cloches du ring Les pour bips. pas que
le débat s'envenime trop, parce que je crois qu'on n'est pas d'accord. Donc, bah alors, moi, mon avis, ça c'est assez court, ça tient en très peu, c'est que je trouve que la décision des commissaires a été la bonne de pénaliser la BM, puisque Sellers, il est à l'extérieur, et en fait, il essaye de passer à un endroit où ça me paraît quand même compliqué de passer. Mais bon, pourquoi pas, après, quand il y a un espace, faut y aller. Mais Non, ça mais me c'est paraît quand même un peu compliqué, mais compliqué d'y aller, ils sont parce pas dans la que même catégorie. c'est hors trajectoire, c'est un peu sale, ça tourne à droite, il est à gauche, donc forcément il va faire plus de distance. Enfin, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas. Ça commence à se rapprocher, il va toucher, ça se sent, parce qu'il est plus rapide, évidemment. Et au moment où il y a le contact, alors, je crois qu'il met il met le pied sur le frein, mais il est quand même... en fait, il va jusqu'au contact, quoi. Et je pense qu'il aurait pu largement ne pas aller jusqu'à ce point de contact qui déclenche tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a le contact, la Corvette, il est un peu déstabilisé, du coup, il serre un gauche, et les deux voitures se rapprochent. Et là, c'est vraiment une manœuvre typique touring car. Bah voilà, la voiture, elle se rabat vers celle qui est à l'extérieur, et donc du coup, elle est prise, et hop, elle est envoyée en toupie. En fait, c'est purement de la physique. En plus, on est dans un virage, donc là, l'énergie est envoyée. Et je pense que Sellers aurait dû lever le pied et anticiper, et se laisser un virage pour le faire. C'est pour dépasser. Mais... Ouais. De l'autre côté du ring, Monsieur Drevec qui arrive. Non, je suis d'accord avec toi sur le côté extérieur, et donc c'est pas forcément la meilleure position. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est un pilote de GTD Pro qui se bagarre hein, justement aux avant-postes et qui veut perdre le moins de temps possible face à une Corvette qui est dans une catégorie GTD, peut-être moins expérimentée aussi, il faut bien le dire. Donc il a payé son expérience en fait, Brian Sellers. Le fait qu'il soit expérimenté, on lui pardonne moins ce type de choses. Maintenant, il s'imaginait pas que la Corvette lui bloque la route comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il allait jusqu'au contact. Donc là, il freine à ce moment-là. L'autre voiture n'a pas encore freiné, donc il y a un petit écart qui se fait. Et au moment où il sent qu'il commence à perdre un peu le contrôle, il refreine le pilote de la Corvette. Et donc forcément, Sellers est surpris. Et bah là, bon, il freine, mais c'est trop tard. Et donc, il envoie la Corvette dans le mur. Pour moi, c'est aussi un peu de la faute de Fidani qui a perdu un tout petit peu le contrôle et qui met un gros coup de frein pour essayer de reprendre l'adhérence. Donc, bon, allez, 50-50. Ouais, balle au centre, voilà. Ouais. De toute façon, Mais là, bon. il y a un peu de boulot à refaire sur la Corvette, du coup. Ah Et, bah oui. mais c'est aussi... Enfin, il y a eu pas mal quand même d'incidents comme ça, et comme je disais, de touchettes entre les catégories... Enfin, au sein des catégories, je veux dire, GTD Pro, GTD, bon, c'est la même voiture, hein. Mais aussi pas mal avec les LMP2, et le différentiel de vitesse explique ça. C'est vrai que piste étroite, beaucoup de virages, tu te reposes pas à Mosport, enfin, t'as la ligne droite du retour, mais qui est à peine une ligne droite. Mais t'as pas beaucoup d'endroits pour te reposer, et t'as toujours du trafic, comme tu disais, il y a plus d'une trentaine de voitures sur un circuit qui est très court. Forcément, c'est allé arriver, donc en fait, ouais, c'est vrai que plus j'y repense, plus je me dis qu'ils ont bien fait de pas mettre les GTP quand même. Ah, tu vois, ouais, c'est aurait comme, non, mais été c'est comme un au crash fest. Virginia International Raceway, tu vois, j'adore Virginia. C'est vrai que si tu mets tout le monde, c'est compliqué, quoi. Ah bah là, tu vas pas mettre tout le monde parce que là, normalement, c'était le cas l'année dernière, mais j'ai envie de revérifier quand même avant de dire des bêtises. Il y aura Virginia, pas de proto, non, bah oui. c'est une course Bah que oui. GT, je crois. Non? Il y a que des GT, tout à fait, tout Ouais, à voilà, fait. c'est J'avais ça, c'est une commenté la course. course l'année dernière, je me souviens. Ah, c'était un peu tristoun quand même parce qu'il y a Eh peu oui. de voitures. Et là, c'est vrai que en GTD, en fait, d'habitude, il y a énormément de caisses. Il y en a quoi, une vingtaine. Là, il y en avait 13. Ça aurait pu être une bonne affaire pour certains pilotes qui étaient, allez, un petit peu moins bien placés au classement général. Et d'ailleurs, cette Corvette justement de l'équipe AWA là, avec Fidani, ça aurait été une bonne chose de pouvoir marquer quelques petits points parce qu'ils n'avaient pas réussi à entrer dans le top 5 jusque-là. Bon, il termine dans le mur et dernier, donc dommage. Et cette McLaren qu'on a évoquée là de l'équipe donc de Brandon Iribe et de Frédéric Schandorf termine troisième, et malgré sa troisième place, ils ne sont que 13e au classement général. Donc même en ayant des gens qui ne participent pas et qui sont pas là au rendez-vous, ils n'arrivent pas vraiment à remonter. Donc tu vois, cette catégorie GTD, elle est quand même bien dominée par beaucoup de voitures qui, alors il n'y a pas de surprise, hein, évidemment, ceux qui étaient bien placés ont décidé de venir à Mosport. Ouais, clairement. Et puis, après, il y a aussi le fait que c'est comme dans les autres championnats. Enfin, j'imagine, je t'avoue, le classement IMSA, je le connais tellement pas. Mais j'imagine qu'il y a plus de points pour les manches longues, les 24 heures de Daytona, les trucs comme ça. Donc, effectivement, il y a une prime à la Cup, à la Endurance Cup, quoi. Donc, ouais, C'est vrai. cette structure de championnat est un peu bizarre, quoi. Cette structure de Ah ben championnat est un peu bizarre. Ça ça simplifie c'est pas mon sûr. boulot, je t'avoue, parce que
Non mais c'est vrai, moi qui des années plus tard, quand je dois retracer l'historique d'une voiture pour un client et comprendre, parce que là c'est tout frais, mais moi quand je bosse sur des manches ALMS par exemple d'il y a 15 ans, 10-15 ans, et que je dois retracer la vie d'une voiture, d'un châssis je veux dire, hein, d'un numéro de châssis précisément, alors c'est encore pire dans les années 90, où tu vois que d'un seul coup la voiture elle participe à une manche de Camel Light. Après, elle participe en Europe. Alors, elle fait une manche du championnat C2. Après, elle est en intersérie. Ah, bon. En fait, tu comprends pas, mais ils font du picking un peu comme ça. Ils font des courses à droite, à gauche. C'est très compliqué de suivre, quoi. Et là, ils simplifient pas les choses, l'IMSA, donc c'est pas cool. Je sais pas, les voitures obligatoires toute la saison, tout le temps, tu vois, c'est pas assez lisible pour moi. Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'on voulait faire un petit point aussi sur cette saison d'IMSA, parce que il va y avoir une toute petite trêve. En tout cas, le WEC, évidemment, reviendra, ça sera début septembre. On va faire un épisode spécial aussi, mais ça sera plutôt en août, hein, évidemment, pour reprendre la catégorie ELMS et d'ailleurs cette suite de championnat à Spa-Francorchamps. Donc on sera là, on sera de retour après une petite pause, allez, aux alentours du 20 août, je dirais, quelque chose comme ça. Mhm. Donc là, ça sera aussi le retour. L'IMSA ne s'arrête pas vraiment en fait, hein. Quand on voit le calendrier, ça roule un petit peu tout le temps. Et ça, c'est aussi une spécificité de ce championnat américain parce que on était sur le Canadian Tire Motorsport Park, donc Mosport, le 14 juillet dernier. Le 4 août, ça sera Road America. Le 25 août, ce sera Virginia. Le 22 septembre, la course d'Indianapolis. Et le 12 octobre, la course de Petit Le Mans. En fait, il n'y a pas de pause en IMSA. Par contre, ça finit plus tôt, ouais, c'est ça finit en octobre. Ouais, mais bon, c'est un rythme quand même relativement soutenu. Donc il n'y a Mm. pas vraiment de pause. On voulait faire ce point à mi-saison, donc justement au moment où on a passé donc la septième manche, ouais, même il en reste que quatre, hein, d'ailleurs, on a même plus que passé la mi-saison. Mais voilà, c'était important de faire ce petit clin d'œil. Et on va parler un petit peu d'actu, parce que Et pour voilà. conclure cet épisode, bah oui, t'en as parlé un petit peu, Aston Martin et sa Valkyrie, donc qui pourrait être à la fois en IMSA, mais aussi en WEC. Bah écoute, de toute façon, ils s'en sont pas cachés, mais je pensais pas que ça serait en année 1. Parce il y a la fameuse règle, comme on l'a dit, d'avoir 2 voitures en WEC. Si tu veux participer, tu es obligé d'avoir 2 voitures. Donc Ah ça veut oui. dire qu'il va en falloir 2 en WEC et peut-être qu'ils peuvent se limiter à une seule en IMSA, mais Oui, ça tout veut à dire qu'il fait. faut Il n'y déjà a pas cette 3. règle-là. Ouais. En IMSA, il n'y a pas d'engagement à ce moment-là parce que ajouter des voitures et augmenter les coûts, ça peut générer des problèmes et l'IMSA préfère donc favoriser les engagements de plus d'équipes peut-être, même si elles ont une seule voiture. Et ça c'est marrant, ça a toujours été aussi une particularité, tu vois. L'IMSA a gardé cet esprit des années 80-90 que tu avais déjà à l'époque de la Can-Am, de Camel Dot, enfin, de toutes ces époques-là, Ouais. de l'IMSA GTP, il peut y avoir des équipages avec une voiture, bon, c'est pas grave, enfin, venez quoi. Tandis qu'en Europe, on a quand même souvent essayé d'encadrer, alors ça s'est pas toujours vu, ça s'est pas toujours traduit, mais moi j'ai le souvenir qu'en 2008, en Le Mans Series, déjà, il y avait des discussions pour forcer les équipes, même en GT2 à l'époque, à avoir 2 voitures, pour faire un peu comme la Formule 1, pour faire un peu comme les grands Ouais, championnats, mais pour que ça soit plus lisible pour le public. Non, mais je te le dis, c'est des non, non, je discussions comprends. qu'il y avait un peu comme ça en coulisses, donc je te les donne maintenant qu'il y a prescription, tu vois. Mais c'est marrant, il y a toujours eu cette volonté. Et là, tu vois, en WEC, ils disent c'est pareil, il faut qu'il y ait minimum 2 voitures engagées. Bah, alors, je veux bien qu'on me l'explique, mais alors j'ai rien contre, attention, hein, j'ai pas envie de me brouiller avec les décideurs, hein. Très bien, mais Je pense que là, pourquoi ils quoi. sont plutôt dans la mouvance d'être un championnat du monde. Et donc, en Oui, étant championnat du monde, il y a cette image quand même à renvoyer. parce que toi, ça te. Ouais, ouais, ok. Après, Je moi, pense. j'ai une tendresse pour les championnats, pour les éditions où il y a des voitures un peu isolées, tu vois, tu sais, on en avait déjà parlé, où t'as une approche parfois un peu plus artisan, qui n'est plus possible de 24 heures Ouais. du Mans, mais Non, j'aime mais bien un petit aussi les peu. aventures un peu solitaires, quoi, tu vois, les équipes où ils ont qu'une seule bagnole, où ils misent tout dessus. C'est vraiment, allez, on fait all-in sur une seule caisse et Isota Fraschini, tu vois, cette année, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé toute l'épopée de Glickenhaus, qui a toujours eu 2 voitures, qui a toujours joué le jeu d'avoir 2 voitures, mais enfin, souvent, en tout cas, Mm. Mm. mais qui aurait eu une seule voiture, j'aurais trouvé ça encore plus légendaire, tu vois.
En fait, moi, ça me choque pas Même trop, quoi. Baïkoles, hein. En vrai, Baïkoles, on en rigole un petit peu. On en rigole, ouais. Non, mais on en rigole, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de respect quand même pour ce projet, parce Ah, bien qu'en sûr. plus, ils ont su attirer de grands pilotes, on en a parlé, il y a même Bruno Spengler qui a roulé Ouais, pour c'est cette vrai. équipe Baïkoles. Enfin, tu vois, c'était aussi assez intéressant, et je trouvais que c'était un peu la porte d'entrée pour certains pilotes pour peut-être se remettre à l'endurance et après aller un peu plus loin, ou pour faire éclore ou débuter des pilotes. Donc, moi, j'ai cette tendresse aussi pour les équipes à une seule voiture. En IMSA, on pourra le voir, en WEC, on pourra pas. On verra donc à chaque fois bah voilà, deux Peugeot, on verra deux Alpine. Tiens, bah voilà, on parle de ce constructeur, de ces constructeurs français. Justement, bah les constructeurs tricolores ont des informations à nous donner. Alors, chez Alpine, ils viennent de confirmer que ils avaient déjà dit qu'ils avaient identifié le problème qu'ils ont rencontré au 24 heures du Mans sur la partie moteur, Ouais. mais ils n'avaient pas eu le temps d'apporter des modifications, des changements, des évolutions, en tout cas entre Le Mans et Sao Paulo. Et donc Ce là, qui est ça a pas été faux, oui. confirmé. Ça a été confirmé qu'il allait y avoir des évolutions d'ici à la fin de saison. Donc on ne sait pas quand Bon, ça va être implémenté. Mais en tout cas, ça va arriver. Donc ça c'est sur le plutôt une fameux bonne moteur nouvelle. Mecachrome, quoi. Voilà. Et en parlant de Peugeot, alors là, c'est pas au niveau de la voiture, il n'y a pas vraiment d'amélioration pour l'instant à ce niveau-là. On en a parlé lors de l'épisode Mhm. précédent, quand on est revenu sur l'épreuve d'Interlagos. C'était pas si mal la course. Maintenant, ça se battait ouais, pour la 8e place, donc c'était un Mhm. petit peu loin. Il y a du mouvement au niveau des pilotes en revanche. Nico Müller s'en va et il sera remplacé par un jeune pilote danois que personnellement je connais bien, puisque en ELMS, il nous a fait des prouesses. Qu'est-ce que t'en penses de l'arrivée de Malte Jacobsen, toi? Pas grand chose. En fait, Ah ouais? c'est très bien. Il était dans le. Non, mais il était dans le. Comment dire, pilote de Pilote d'essai, réserve. ouais. Ouais, Mhm. comme Stoffel Van Dorn avant lui et qui est pareil, qui a pris la place. Enfin, euh, il y a une logique. Moi, j'aime bien quand c'est logique parce que c'est vrai que quand Oui, en Formule 1, quand t'as un pilote, t'as un mec qui est pilote de réserve et puis le baquet du titulaire est disponible et finalement on met un autre pilote. Bah, tu te dis à quoi ça sert d'être pilote de réserve? Je comprends pas. Là, au moins, la hiérarchie est respectée, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, je trouve toujours que les line-up chez Peugeot sont pas. Et je suis hyper exigeant en fait, hein, c'est ça. Bon. Non, mais je me rends compte que, mis à part la Porsche avec l'Autoreur, Ventor et Estre, je suis un peu sélectif sur les autres. Non, je plaisante, mais euh, je sais pas, c'est bien, c'est un jeune pilote, il a tout le talent nécessaire pour être à ce niveau-là. Euh, j'aurais peut-être. J'attends de voir s'il y a peut-être pas y avoir un petit toilettage entre la Terre-saison 2024-2025 dans les équipages. Ça serait pas mal. Est-ce que tu vois un retour de l'élu Kevin Magnussen? ah peut-être, il avait Bah, il est signé libéré maintenant, hein. Ouais. avant de revenir en F1, il est libre. Donc pourquoi pas? Peut-être à la place d'un des pilotes qui sous-performe et qui serait peut-être britannique, je ne sais pas. En tout cas, il y a un projet éventuel de faire un équipage père-fils, un petit peu comme les Verstappen voudraient le faire. Bah, Magnussen aimerait bien, avec son papa Yann, pouvoir le faire aussi. Donc bah, pourquoi pas un retour en endurance, au moins. Après, je sais pas s'il Ouais. reviendra avec Peugeot. Parce que j'ai cru comprendre que tu voulais nous mettre Yann Magnussen dans la Peugeot. Là, par contre, il va falloir s'accrocher, hein. Il va falloir Ah, ça négocier les pourrait. contrats, quoi. Ça Sur la serait troisième rigolo. Peugeot, peut-être sur la Peugeot Pescarolo, peut-être. Eh bah, t'imagines la Peugeot Pescarolo avec Joanny, euh, Magnussen, Jos Magnussen. Verstappen? C'est pas mal. Jos Verstappen, Yann Magnussen et Bruce Joigny. Allez, on signe. C'est parti, mesdames et Et messieurs. sur la deuxième, si on peut faire un deuxième équipage, on fait un Collard, Bourdet. Ah, vraiment à l'ancienne. Pescarolo. Oh, vache. Attends, mais moi je signe. Ouais. Ah ouais. Non, mais après, Ouais. Henry ferait Tu vois le Henri. relais de 16h à 17h, quoi. Ouais, tu vois Henri passer au simulateur, parce qu'il serait considéré comme rookie, du coup, hein. Ah oui, Tu ah le oui. vois passer au simulateur, tu sais, avec les simulations de slow zone. Je comprends pas les slow zone. Putain, là, franchement, je vois pas le truc se faire. Ouais, bon d'accord, ça va peut-être pas se faire. C'est pas l'actu fraîche. En tout On va cas, réfléchir, on va réfléchir. on va parler de nos actus, justement, pour conclure cet épisode qui était dédié un peu plus à l'IMSA. Qu'est-ce que tu nous as en stock? Vacances ou actu? Ou il y a quand même des choses qui Ah ouais, arrivent? non, moi, là, je suis tranquille. Ah bon, Ah là, bon là, ça mon va. actu, moi, c'est rien du tout. Repos. C'est repos, exactement. Ouais, non, j'allais balancer où je pars et ce que je fais, mais en fait, non, ça vous intéresse pas. Donc, non, c'est repos pour revenir en forme
après avec toutes les courses qui nous attendent. Donc je suis toujours dans cette optique de lancer, comme je l'avais dit, un projet, on va dire, un peu parallèle mais complémentaire, hein, notamment dédié à l'historique, ce qui se précise pas mal, dédié aux courses historiques. Mais voilà, ça va tourner autour de ça dans les semaines qui viennent. Mais là, le mois qui arrive, clairement, il va pas être très animé côté sport auto, ça je te le dis. Bon, d'accord, t'es un peu comme le WEC et le LMS en mode un Ouais, je suis en peu pause. veille. Et toi, par contre, toi, alors, faut quand même que tu débriefes un peu. Enfin, je sais pas si t'as envie de le faire ici, mais t'as quand même commenté du coup la Formule 1 le week-end dernier. Ah, T'as eu un Grand c'était Prix dingue. quand même assez animé pour ta première, j'avoue. Ah bah là, oui, je pense que c'est un Grand Prix dont on se souviendra, ça au Ouais. minimum. Ça, c'était top, hein, vraiment, de pouvoir commenter sur C8 un Grand Prix de Formule 1, bah, j'avoue que je m'y attendais pas vraiment. Et bah, c'était vraiment très intéressant et ça a été bah, une super expérience. Et effectivement, ouais, si, peut-être qu'on pourra en parler un petit peu plus tard. Voilà, Mais si ça vous fait plaisir. ce qui était Voilà. original, c'est quand même que tu commentais avec Cyril Hanouna, du coup. Non, non, il a refusé. Ah Non, bon. j'étais avec Pierre Combeau, on formait le duo infernal de Formule 3, Formule 2 et donc Formule 1. Dans la même journée, c'était assez intéressant. Et en fait, on se rendait compte de plus de choses en ayant commenté justement les courses du matin dans la course de F1. C'est sûr que c'était assez instructif, je dirais. Par contre, je me suis vraiment rendu compte de la différence de vitesse, hein, même ne serait-ce que, tu vois, petite Ouais. anecdote, mais sur le tour de formation, j'ai d'habitude un petit rituel, voilà, on pose une question à l'un, à l'autre, hop, et puis on a le temps, et puis les voitures arrivent tranquillement sur la grille. Là, en F1, j'ai eu le temps de poser une question, et hop, les voitures étaient déjà arrivées sur la grille, je me suis fait complètement prendre de court. Et je me suis dit, ok, là, va falloir changer de braquet, puisque le Tour de France est fini. Je reparle un petit peu de vélo, mais il va falloir s'exciter un peu et reprendre de la Bah, vitesse. Donc voilà, tu vois, c'est vrai c'était. que côté spectateur, pour le coup, je t'avoue que j'aime bien, moi, suivre la F3, la F2, parce qu'il y a ce côté montée en pression. Comme tu dis, c'est Oui, quand tu regardes. Alors, toi, quand tu la commentes, t'es dans ton job et t'es à fond et t'es à 2000%, etc. Mais moi, en tant que spectateur, entre F1, F2 ou F3, effectivement, quand je regarde les courses support, les feeder series, il y a quand même ce côté où, en tant que juste spectateur, t'es un peu plus pépouze et t'es un peu moins comme ça, allez, à te mettre, tu vois, devant le départ et à attendre absolument le feu vert. Tu sens que ouais, ça fait partie de la montée en pression et je comprends ce que tu veux dire parce que c'est un peu plus détendu. Ça reste quand même du top niveau et ça reste bien le sûr. dernier échelon avant la Formule 1. Donc on est quand même sur du très haut niveau et loin de l'amateurisme. Mais tu vois, je trouve ça marrant parce que effectivement c'est perceptible quand même cette cadence un peu moins infernale quoi. Ah ouais, enfin, en tout cas, je m'en suis rendu compte en faisant ce gros week-end et cette belle journée, le dimanche 21 juillet, tu vois, jour de fête nationale belge, bah voilà, je m'en souviendrai. C'était très instructif et très intéressant. Et puis, à côté de ça, je reste quand même actif hein, parce que on va faire quelques épisodes de podcast aussi. Enfin, il en reste un, je dirais qu'on va en faire un la semaine prochaine. Et puis après, petite pause pour l'Endurance Club. Et par contre, moi, Laissez-moi partir en côté. vacances. Oui, laissez-nous partir en vacances. Et le podcast Trajectoire, en revanche, continue. Alors, continue encore jusqu'à la fin du mois de juillet, mais par contre, après, peut-être faire un petit peu de rediff, un petit best-of, allez, pourquoi pas, sur cette première saison, parce que mine de rien, j'ai lancé le podcast simplement en septembre hein, l'année dernière. Et bah, c'est riche en enseignements et c'est vraiment très intéressant. Il y a des profils vraiment variés. Et pour la rentrée, j'ai un gros client, voilà, qui a fait du rallye, qui a fait de l'endurance, qui a fait un petit peu tout. Et il y avait des choses à dire, donc. Ça va sortir dans quelques semaines et j'ai hâte déjà de Ah ça y le, est, de je le suis curieux. présenter. Et ben voilà, et ben voilà. Oh bah c'est assez facile à deviner, mais je le dirai pas ici pour laisser le suspense justement. Vous l'aurez Sinon je le bip, deviné. hein. Moi je m'en fous. Maintenant j'ai l'habitude de mettre les bips en post-prod, alors c'est bon. Ah Hein. oui, c'est vrai. Ah bah vas-y alors essaye. Si c'est le bon, tu pourras biper. Ah non, bah non, bah c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que si Ah j'en bon? élimine trop, ils vont. Ah Non, oui, non, c'est vrai. non, tu me le diras Non, bah, après, je vais tu te me le le diras. dire. Je te le dis à toi. Voilà, c'est un secret de polichinelle entre nous. C'est qui sera donc le premier invité de la Ah ouais. deuxième saison. Pilote exceptionnel, un gentil monsieur qui a tout fait. Donc voilà, vous avez eu le bip, donc vous ne savez pas, mais vous Ouais. serez évidemment au taquet. Il faut s'abonner sur Trajectoire, il faut commenter et mettez des petites étoiles, tout comme sur l'Endurance Club. Ah bah bien, non mais ouais, carrément, ça fait un. Bah voilà, c'est bien, tu vois, on se projette. C'est quoi ton actu, mais en version un peu plus loin qu'à la semaine, tu vois, c'est bien, ça change un peu, on s'adapte au C'est rythme de ça. l'été là. On se met un petit peu, on se projette voilà, sur la Ouais. suite.
Et bon, on en fera un autre la semaine prochaine, un épisode d'Endurance Club. Et puis après, voilà, repos, c'est pareil, on reviendra frais et dispo pour l'épreuve donc de LMS fin du mois d'août et l'épreuve de WEC, ça sera donc à Austin. Ça va être sympa. Bon voilà, on a été un petit peu long, mais bon, comme d'habitude, hein, de toute façon, on sait pas faire plus court, nous. Bah, il faudrait quand même qu'on soit un peu plus concis. Ah bon, d'accord. Je vais couper, je vais tailler dans la bande si tu veux cette fois. Ah non! Il va enlever toute la substantifique moelle. Bon, Ouais. merci Geoffroy, en tout cas, c'était vraiment encore un plaisir. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour faire un petit épisode, mais assez spécial. On vous en dit pas plus, mais c'est un concept un peu différent, on va dire. Oui. On se met déjà en mode été, quoi. Exactement, ouais, ça sera un peu différent. Là, pour le coup, on va rien dire, on vous laisse découvrir ça. C'est un peu le dernier jour de l'école, quoi. On ramène le Puissance 4, le Monopoly, on va jouer un peu. Donc voilà, semaine prochaine, c'est épisode bonus avant les grandes vacances. Bon voilà, très bien, c'est bien vendu. Merci à toutes et tous en tout cas. N'hésitez pas, comme vous le faites, à réagir, à mettre des petits commentaires, à nous faire part de vos retours et peut-être de vos envies pour la saison 2 de cette Endurance Club. Alors c'est pas vraiment saison 2, mais en tout cas la rentrée de cette Endurance Club. Et donc bah, nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine évidemment pour pouvoir encore partager cette belle passion de l'endurance. Si vous voulez faire partie du club évidemment de cette Endurance Club, bah, vous savez que le rendez-vous est donné chaque semaine donc sur vos plateformes préférées avec Geoffroy qui est toujours présent. Merci Geoffroy et à la semaine prochaine. Allez, bah salut, à la semaine prochaine. Salut!